Bon, nous revoilà, pour cette deuxième partie, de table ronde. Alors on a parlé macro et perspectives macro pendant la première demi-heure. Bon, j'imagine que vous étiez tous là et que vous avez bu les paroles de mes 3 invités. On rentre dans un contexte évidemment, chahuté, on le savait tous. On va voir un peu comment vont évoluer finalement, soit de façon parallèle, soit totalement de façon paradoxale, le marché action, le marché obligation et puis les autres possibilités de classes d'actifs. Là, en tout cas, on va parler de choses plus concrète. On va parler finalement de l'actif préféré des Français, je vais le dire, qui a montré énormément de résilience, y compris pendant 2020 et 2021, qui étaient des années compliquées. On va parler SCPI. Alors quand je dis SCPI, c'est aussi société civile, c'est SCI de SCPI. On va parler finalement de cet immobilier que j'appelle l'immobilier géré. Alors c'est pas tout à fait le mot, mais qui n'est pas l'immobilier direct que les Français connaissent très bien. Pour cela, je reçois Thibaut Feuillet, qui est directeur commercial chez Norma Capital, Christophe Inizan, qui est directeur commercial à la Française AM, qu'on ne présente plus, et Alexandre Claudet, qui est le président d'Estiam. Merci messieurs d'être là. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour Stéphane, Très très bien. bien, merci. On vérifie Bonjour. un peu les micros. Bon, je vous le cache pas, table ronde macro, bon voilà, j'ai eu un petit peu chaud. Voilà, les perspectives sont pas hyper, rassurantes, mais bon, voilà, il est évident que le contexte dans lequel on évolue, nous, CGP, est plus qu'incertain. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'immobilier, et en particulier de l'immobilier indirect? Est-ce qu'on peut encore compter sur la résilience de l'immobilier qui, une fois de plus, l'a prouvé sur les 24 derniers mois où franchement, avec les confinements, cumulés, on aurait pu s'inquiéter pas mal? Comment ne pas s'inquiéter de l'environnement dans lequel l'épargnant doit agir actuellement? Je parle des normes qui deviennent de plus en plus difficiles, les taux, parce que tout ça, bah, évidemment, pour vous, c'est votre réalité. Et comment est-ce qu'on voit tout cela évoluer dans les 3, 6 prochains mois, messieurs? Alexandre, je te lance dans le grand bain et je te laisse faire cette intervention. Comment tu voudrais finalement le contexte actuel qui va préparer les prochains mois? Bah, quand on parle de résilience, de l'immobilier, je pense qu'il faut s'interroger sur, 3 points principalement. Bien sûr, l'intérêt de la classe, d'actifs en termes d'utilisation, c'est-à-dire la justification économique. En clair, quel avenir, pour les bureaux, les commerces, les entrepôts et cetera? Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. L'intérêt de la classe d'actifs en termes d'investissement, et là, il faut, parler de performance et l'accès à cet investissement. Alors si on parle un peu de performance, finalement, on s'interroge à la fois au loyer et au prix. Sur les loyers, ça va être dans ce contexte de hausse des taux, ce contexte d'inflation, la capacité, de répercuter l'inflation sur les loyers. Et les 2 sujets qui se posent, c'est d'une part, va-t-il y avoir une intervention des pouvoirs publics et quelle est la capacité des locataires à supporter ces hausses? Alors, au niveau des pouvoirs publics, on sait qu'ils sont intervenus, sur, l'indice, qui concerne les loyers, résidentiels. À ce jour, il n'y a rien sur, à la fois, les loyers des bureaux et les loyers des commerces, même si, l'ILC a vu, une modification de calcul, en début d'année. L'autre sujet, c'est donc la capacité des locataires à supporter, une augmentation des loyers. Et là, c'est à nous d'être, absolument, vigilants, c'est-à-dire de pouvoir, le cas échéant, les accompagner notamment, en contrepartie, d'allongement de baux pour l'instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, historiquement, dans les périodes inflationnistes, l'immobilier de rendement s'est toujours, bien comporté. Donc on peut être relativement, optimiste par rapport à ça. Sur la question des prix, là, on est lié au rendement de l'immobilier et donc à la prime de risque. C'est vrai que ces dernières années, on a connu une prime de risque historiquement élevée. Elle s'est contractée, bien entendu, avec, la remontée des taux et donc la question, c'est de savoir si le rendement peut se maintenir. Donc le rendement, c'est un quotient avec un numérateur qui est le loyer, on vient en parler, sa capacité, d'augmenter et sinon c'est le dénominateur qui va devoir, bouger. Le dénominateur donc c'est le prix. Ce qu'on remarque, c'est que là encore historiquement, il y a toujours, de l'inertie sur la correction des prix. Aujourd'hui, on le remarque, d'autant plus que depuis plusieurs mois ou plusieurs années, le marché il est limité plutôt par l'offre que par la demande. La demande, reste, encore, soutenue. Les prix n'ont pas vraiment, bougé et la question qui peut se poser, c'est la durée de cette période, inflationniste, hein. On a vu, le retour de l'INSEE qui s'attend
un retour, on va dire, plutôt à la normale en 2024. Souhaitons-le, mais en tout cas, si cette période n'est pas trop longue, on doit pouvoir avoir une bonne tenue, avec peut-être un point d'attention plus particulièrement sur les actifs core, c'est-à-dire les actifs récents prime dont les taux Oui, sont plus bas, les portefeuilles anciens bien gérés, ayant une capacité à mieux tenir. Et je crois que c'est la chance qu'on a sur les SCPI, puisque on a des portefeuilles qui sont un petit peu moins core. Si je prends Estiam, on a des rendements moyens qui sont supérieurs à 6%, par exemple. Et on va y venir, Alexandre, merci beaucoup. Christophe, quelle est ta vision pour rebondir sur l'approche déjà très bien explicitée de Alexandre? Tu partages pas? Oui, alors j'ai malheureusement pas pu écouter la table ronde financière précédente, mais une chose est certaine avec ce qui s'est passé hier sur les marchés, que la volatilité va être le maître mot, si ce n'a pas été déjà évoqué, je le redis, et l'immobilier par excellence, bien évidemment, offre un couple risque-rendement qui est au-delà même des performances financières. En tous les cas, pour ce qu'on fait nous en immobilier non coté, je le précise, va être regardé de très très près. Pour reprendre, et sans paraphraser ce qu'a dit Alexandre, oui, nous, faut quand même pas oublier qu'on est bien sur un marché qui est un marché d'actifs dits réels, et on va pas se plaindre quand même trop du retour de l'inflation lorsqu'on est sur un marché d'actifs réels dits indexés. Après, je vais revenir sur ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure sur la notion de prime de risque, mais globalement, nous, ce qu'on considère, c'est que oui, on change de régime. Ça fait 30 ans qu'on assiste à une baisse des taux qui ont soutenu les valeurs de l'immobilier. Donc, on est en train de basculer dans un univers de retour de l'inflation et de manière assez brutale. La vraie question, c'est, je partage complètement, c'est la durée de cette inflation. Nous, on pense à la française que le pic d'inflation sera très probablement passé, alors si ce n'est pas en début d'année prochaine, courant de l'année prochaine, hein, toutes choses égales par ailleurs, et qu'on aura un régime d'inflation plus soutenu qu'on a pu l'avoir par le passé. Donc ça, dans la dimension de l'immobilier, que sont les coupons et les revenus, c'est globalement très favorable dès lors que vous pouvez les passer. Ça, c'est certain qu'il va falloir être très sélectif sur les portefeuilles et les locataires, parce que tous les locataires ne pourront pas encaisser des hausses de loyer. Donc il faudra que les partenaires qui écoutent ce matin regardent de très près la typologie des portefeuilles de locataires. Et l'autre élément, c'est les taux. On parlait des taux, c'est est-ce que les taux courts ou / taux longs, hein, parce que on parle beaucoup de primes de risque, Alexandre en parlait, on parle des taux longs, mais là, la BCE qui augmente ses taux, on parle des taux courts. C'est est-ce que les taux vont précéder ou suivre le régime d'inflation. Et ça, c'est central. Nous, on pense que, mais on n'a pas de boule de cristal une nouvelle fois, on pense que l'inflation va être supérieure pour longtemps au taux. Ça, c'est majeur. Hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir probablement indexer les loyers plus vite et plus fort que la remontée des et ça, c'est l'élément qui devrait permettre de préserver les valeurs de l'immobilier. On est bien d'accord, Stéphane, qu'on l'a vécu en 2008, que si on avait un régime où la hausse des taux serait subite et très forte, et qu'elle dépasse notamment le régime d'inflation, c'est très différent. Mais ce n'est pas du tout ce scénario aujourd'hui qui est le scénario central sur lequel on travaille. L'autre élément quand même que je précise, c'est que les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Hein, les volumes d'investissement, on ne va pas refaire un point marché trop long ce matin, mais sont au rendez-vous sur l'immobilier. Alors avec peut-être quelques disparités qu'on voit émerger entre le bureau, le commerce, les locaux d'activité, la logistique, la santé, le résidentiel, etc., qui ont tous des drivers un petit peu différents. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que, et Alexandre en a touché un mot, c'est que cette notion de prime de risque qui est centrale, dont on a beaucoup parlé depuis 30 ans, cette prime de risque, on l'aborde souvent sous l'angle, et je fais court, financier. C'est-à-dire quel est l'écart de taux, quel est l'écart entre l'OAT et le bureau prime, pour parler des bureaux. Il y a quand même d'autres primes de risque dans le marché. Il y a des primes de risque qu'il va falloir regarder très près, c'est notamment les primes de risque d'illiquidité, qui fait référence à la qualité des actifs. Il va falloir faire attention à la prime de risque liée à l'obsolescence des actifs. Et ça vient chercher justement la notion alors qu'on appelle l'ISR pour faire court, mais de durabilité des actifs. Et donc cette dimension de prime de risque va devoir être affinée dans son analyse. Ça n'est plus seulement la prime de risque financière qui reste positive pour l'immobilier, je le redis, mais c'est une prime de risque qui est liée notamment à la localisation de l'emplacement, à la typologie du locataire, à la qualité d'actifs. On va en parler justement dans la deuxième partie, Christophe, parce que j'ai besoin justement que vous nous donniez finalement ces métriques que vous avez, vous, à votre quotidien, pour peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas vos modes de fonctionnement et surtout ceux que vous allez privilégier. Thibaut,
Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision comme ça un peu globale, de la réaction, finalement, du marché? On voit bien que les SCPI ont encore très, très bien collecté depuis le début de l'année, donc là, les épargnants sont au rendez-vous. Mais voilà, toi, comment tu analyses la suite et comment tu vas finalement adapter, votre gestion, du parc, votre gestion des produits, selon les différents produits que vous proposez, pour être, finalement le plus adapté à ce contexte? Écoute, ouais, merci. Donc oui, l'idée, c'est de pas paraphraser mes confrères, hein, mais l'objectif, c'est de vous apporter peut-être un élément un peu différenciant et d'apport. Il est vrai aujourd'hui que les deals, en tout cas le sourcing immobilier, est peu nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même plus de 5 milliards qui ont été collectés sur le S1 2022. Donc il y a une grosse capacité d'investissement de la part du marché SCPI, avec assez peu d'actifs immobiliers présents. L'avantage, ce que l'on voit nous, c'est qu'il y a une certaine liquidité de certains pourvoyeurs d'actifs. On voyait en fait depuis quelques années beaucoup d'actifs, beaucoup d'acteurs arriver sur le marché de l'investissement avec des stratégies de valeur ajoutée très très fortes, mais corrélées obligatoirement à un niveau d'endettement très fort également. Et donc les taux s'étant fortement appréciés au niveau des taux de crédit pour l'accès à l'investissement, on voit qu'il y a un petit peu moins de concurrence quand même sur ce marché, que ces acteurs qui allaient chercher des actifs plutôt value-add ou opportunistes ou core plus value-add, value-added, on est plutôt aujourd'hui sur un petit peu moins de concurrence puisque ces acteurs-là sont sortis de par l'augmentation des taux de crédit. Donc, il y a une certaine liquidité à aller chercher au niveau de ces pourvoyeurs d'actifs immobiliers parce qu'ils veulent arbitrer pas mal d'actifs. Pourquoi? Parce que les banques, bien évidemment, sonnent à la porte en disant écoutez, au niveau de vos ratios, vous sortez un petit peu de vos ratios, donc il va falloir libérer quelques actifs immobiliers. Et c'est là où les SCPI ayant fortement collecté au S1 2022 vont pouvoir arriver sur ce marché et être à l'achat sur des actifs intéressants. Après, pour répondre à la question simplement, est-ce que le marché baisse? Absolument pas. Le marché de toute façon ne baissera pas tant qu'il y aura une pénurie d'actifs et autant d'acteurs sur ce marché-là. Il y a beaucoup moins d'acheteurs sur le marché parce qu'on voit quand même qu'il y a un certain attentisme fort par rapport aux futurs taux et à cette inflation dont tout le monde parle et quand elle terminera. Alexandre tout à l'heure parlait des taux effectivement d'ILAT, d'ILC ou autres. Effectivement, on voit l'ILAT, qui est l'indice des loyers sur l'activité tertiaire qui est en forte augmentation, près de 5%. Mais l'objectif, c'est de pouvoir augmenter les loyers par rapport à l'inflation vis-à-vis de nos locataires, mais tout en ayant un accompagnement, je ne sais plus si c'est Alexandre ou Christophe qui en parlait, mais un accompagnement locataire, puisqu'on les a accompagnés pendant toute cette durée du Covid, où on a prouvé la résilience du marché. Sorti de cette résilience, je dirais hors contexte immobilier, il faut pouvoir prouver cette résilience maintenant dans un contexte inflationniste fort. Bien sûr. Justement, Thibaut, je te laisse la parole. Comme, je sais plus je crois que c'est Christophe qui a dit qu'on voyait bien on voit que les investisseurs, ils continuent à plébisciter l'immobilier, en particulier les SCPI, les SC en assurance vie. Ça a très, très bien marché, hein. Moi, j'ai été beaucoup sollicité par nos clients, par, mes camarades, partenaires et fournisseurs dont vous faites partie. Voilà, essayons de rentrer un petit peu plus et de traduire ce que vous avez commencé à traduire et je me suis permis de couper un peu Christophe pour garder sous le coude quand même, l'objectif de la table ronde. Où est-ce que les clients vont-ils pouvoir, grâce à vous, hein, trouver encore des leviers de performance et surtout sans trop s'exposer, c'est-à-dire sans partir sur des risques improbables, des pays ou des actifs qui n'étaient pas forcément dans vos structures? Est-ce que avec vos profondes convictions et spécificités, vous allez pouvoir continuer à très bien faire votre travail? Thibaut, je te laisse la parole parce que finalement, tu as eu un petit peu moins de parole que les autres. Je te Non, laisse non. enchaîner. Au niveau de cette diversification, il y a une forte diversification qui est à mettre en avant. Clairement, aujourd'hui, pour aller chercher de la performance avec un niveau de risque mesuré, il faut aller chercher cette grande diversification. Cette diversification, elle peut être géographique, elle peut être sectorielle. En tous les cas, on voit que l'aspect des SCPI européennes devient assez important, puisque maintenant, quasiment 30 à 40% de la collecte de l'épargnant se fait sur des produits européens ou internationaux. Cette collecte, tu en parlais, elle est de plus de 5 milliards au S1 2022 et il est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux fonds qui ont vu leur arrivée via des produits d'assurance ou des produits sectoriels un peu particuliers.
Et en fait, les assureurs qui étaient un petit peu les fourvoyeurs de nouveaux produits sur cette classe d'actifs-là sont allés chercher un produit pour pallier un petit peu la baisse des fonds euros. Ils ont un petit peu moins publicité les SCPI en direct sur les contrats d'assurance vie au niveau des compagnies d'assurance. En revanche, ils ont fortement publicité le lancement et la construction de nouveaux fonds, de fonds, sociétés civiles, unités de compte ou autres. Ça, on a quasiment une dizaine de fonds qui sont apparus maintenant depuis à peu près 2 ans. Alors nous, on le prévoit, on le pressent aussi, c'est que ces fonds de fonds investissent également dans nos SCPI. Donc nos SCPI seront présentes indirectement sur cette classe d'actifs-là et sur ces réseaux de distribution, mais il est vrai qu'ils ont un petit peu moins publicité les SCPI en direct au profit des unités de compte et des nouveaux fonds. Pour des questions de frais aussi un peu, je pense. Exactement, pour des questions de transparence de frais, parce que depuis le 1er juillet, on doit une transparence totale au niveau des frais et avec une obligation dans les documents clients à partir du 1er janvier 2023. Ok, merci Thibaut. Alexandre, même question. Dans la gamme d'Estiam aujourd'hui, tu parlais un peu de corps tout à l'heure, etc. Comment vous allez adapter finalement à cet environnement que tu rappelais, hein, finalement résilience sur évidemment cette notion d'inflation qui sert l'immobilier, le risque peut-être que le locataire puisse pas suivre. Est-ce que c'est une vraie réalité pour toi? Ça va vous faire des arbitrages ou pas du tout? Alors, je pense que les leviers de performance, ils restent un petit peu partout. Ils existent déjà dans la gestion des SCPI. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir des fonds en vitesse de croisière parce qu'on a toujours des actifs assez intéressants et effectivement des arbitrages avec notamment des changements de destination, ce genre de choses. Ça permet d'aller chercher de la valeur qui n'est pas toujours matérialisée dans les valeurs d'expertise et d'améliorer les rendements. Donc, ça, c'est déjà la richesse, on va dire, intrinsèque des SCPI. Et puis, les leviers de performance, on les trouve aussi dans les investissements et un petit peu partout. Parce qu'il faut pas... Enfin, le contexte peut être inquiétant et pourtant il y a plein de choses qui sont assez rassurantes, que ça soit sur les actifs traditionnels comme le bureau ou les commerces. Si on prend le bureau, franchement, aujourd'hui on constate qu'il y a un impact vraiment mesuré du télétravail et qu'après les mesures de crise qui avaient été prises pour des réductions de surface, dans les faits c'est beaucoup moins vrai et le management se rend compte qu'il faut quand même avoir ses collaborateurs sous la main, un chômage en diminution qui fait aussi que ça donne la main aux collaborateurs et notamment aux cadres pour demander plus d'espace de convivialité et des bureaux qui sont plutôt vides certains jours de la semaine et pleins comme des œufs d'autres jours. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'impact et on reste assez confiant là-dessus. Dans cette catégorie, on peut aller aussi du côté de l'enseignement supérieur privé. On voit que là, alors que le nombre d'étudiants augmente, il augmente encore plus vite à ce niveau-là. On est sur des actifs qui sont acycliques. On est sur des grandes écoles qui se tirent la bourre, passez-moi l'expression, pour attirer les clients et au-delà des diplômes, des résultats. C'est vrai que la qualité des locaux est extrêmement importante pour attirer les étudiants. Et donc, on est sur des actifs acycliques avec des taux longs. On a acquis plusieurs actifs comme ça. On a fait une grosse restructuration aussi dans le 10e il n'y a pas très longtemps. Au niveau des commerces, quand on est sur des commerces de centre-ville avec l'évolution des tendances avec une population vieillissante qui veut de la proximité ou une clientèle plus jeune qui veut donner du sens à ses achats et qui va à côté. Et là aussi, on est des actifs qui se tiennent bien ou des retail parks qui correspondent totalement à la consommation en région avec également un modèle et des enseignes qui sont assez adaptés à la baisse du pouvoir d'achat. Donc il y a quand même plein d'éléments qui restent très positifs et puis il y a des classes d'actifs qui repartent complètement comme l'hôtellerie qui, c'est vrai, a eu un passage à vide au moment des confinements, mais dont les fondamentaux pré-Covid 2019 restent les mêmes avec un manque d'hôtels globalement en France et en Europe. Donc il y a plein de pistes à explorer et on reste très positif par rapport à tout ça. Tant mieux. Merci Alexandre. Christophe, où est-ce que Oui, tu en es quelques et mots vers sur ta quel question. secteur ou typologie d'actifs tu vas te tourner?
Alors, juste pour répondre à ta question, avant de créer de la valeur, je pense que le contexte est surtout à faire en sorte de préserver la valeur des actifs. Dans le contexte de crise énergétique, ça va être central, hein. Et donc, nous, on s'emploie à faire de ce pourquoi les partenaires nous font confiance, c'est-à-dire la gestion d'actifs, c'est-à-dire l'asset management. Là, ça va être vraiment majeur pour les années à venir. Avant même la collecte, les investissements, il faut sur les stocks existants et sur les portefeuilles existants gérer au plus près des besoins, des évolutions des besoins des locataires. Donc ça c'est majeur. Donc nous on a 200 personnes à la française qui travaillent en Europe sur cette partie-là et ça c'est central. L'autre élément c'est bien évidemment les arbitrages, c'est-à-dire que la politique d'arbitrage doit être très active pour à la fois engager les plus-values sur du patrimoine existant, ce qu'on fait beaucoup, hein. À titre d'illustration, on aura arbitré 400 millions d'euros cette année, ce qui est une année record en termes d'arbitrage, avec accessoirement quasiment 80 millions d'euros de plus-value, pour repositionner le cas échéant sur des actifs qui sont plus en ligne avec les attentes des locataires. Je parlais tout à l'heure, lorsque tu m'as coupé de la dimension extra-financière, c'est très très important. C'est-à-dire que si on s'interrogeait sur la pertinence de l'ISR, maintenant on y est. Et le locataire nous en parle tous les jours, notamment sur les charges locatives. On le voit en Allemagne, mais pas que. Et donc il va falloir que les patrimoines soient alignés avec cette contrainte-là, de diminuer au maximum, pas que l'empreinte carbone, bien évidemment, c'est majeur, mais surtout, tout simplement, la consommation énergétique pour limiter le poste de charge. Et ça va être un élément extrêmement important qui est la garantie de la pérennité de la performance de nos SCPI. Après, sur ce qui a été dit par mes confrères, oui, je partage complètement, mais la vraie nouveauté de cette rentrée de septembre 2022, c'est que les critères dits extra-financiers vont être un élément déterminant pour poursuivre la performance financière. Et ce ne sera pas juste du greenwashing comme on en a beaucoup entendu parler. Donc nous, on a amorcé il y a déjà quelques années, alors c'est pas un virage, mais une démarche durable extrêmement importante sur nos patrimoines. C'est la raison pour laquelle, sur des véhicules que vous connaissez, que je citerai tout à l'heure, on a arbitré plus de 50% du patrimoine. Donc on a à la fois des véhicules qui sont anciens dans l'affichage, mais dont la composante, vous avez du patrimoine assez récent. Sur des bureaux, la évidemment qui est que ce soit. Nous, on pense, pour terminer, c'est encore beaucoup en SCPI, d'autant plus que les valeurs que vous retrouvez dans les SCPI sont quand même protégées, puisque vous avez des mécanismes, alors qu'on pourrait comparer à des airbags sur certains autres produits, d'amortisseurs d'éventuels ajustements des patrimoines, ce qui n'est pas le scénario central sur lequel on travaille aujourd'hui en tout cas. Bah justement, Christophe, garde la parole parce que pour finir, tu le sais, j'aime toujours finir avec du concret. Est-ce que tu peux nous traduire les convictions et les idées que tu viens de développer, alors soit à travers un ou plusieurs produits de ta gamme, qu'on puisse nous les mettre à la disposition de nos clients, peut-être revoir nos allocations des CPI, leur proposer peut-être des nouveautés. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui, sachant que dans 15 jours, évidemment, j'invite tous les CGP à venir vous voir sur le stand H38 de la Française, évidemment, patrimonial. Oui, dès la veille d'ailleurs, soit dit en passant, puisque nous avons le retour de notre traditionnelle soirée. Mais on fera une annonce plus officielle de cela. Oui, vous êtes les bienvenus en tous les cas, rue Mercière. Donc venez nombreux pour répondre à ta question sur les solutions en fait d'investissement. Je vais me cantonner à deux pour pas monopoliser la parole, mais ça a été dit très justement tout à l'heure. Aujourd'hui, la collecte SCPI, c'est 5 milliards, les SC, c'est 2,5 milliards. Donc, on voit quand même aujourd'hui les SC, donc les unités de compte immobilière en SC, devenir incontournables. Alors, pour une raison que je me permets d'ajouter à ce qui a été dit précédemment, c'est tout simplement la simplicité pour l'investisseur par rapport aux SCPI qui sont un petit peu complexes à comprendre lorsqu'on est dans un contrat d'assurance vie. Donc, nous, on a lancé une UC immobilière qui s'appelle Multimo Durable, pour être en ligne avec ce que je viens de dire sur la partie extra-financière, donc qui est de la multigestion, multithématique, multistratégie sous forme de société civile, donc qui permet de tirer sur du bureau, de la santé, du résidentiel, de la logistique au sein d'une seule MMUC, avec toujours la guidance de limiter la volatilité et d'aller chercher une performance qui, grosso modo, a pour cible entre 3 et 4% annualisé.
Donc ça, c'est la première réponse pour la partie assurantielle et la partie retraite, et qui se développe de manière très importante, y compris dans la dimension immobilière. Et pour la partie SCPI, comme vous le savez, on a une gamme assez large thématique, mais je vais parler principalement de la dernière année de la gamme, comme j'évoquais, la santé. On a lancé une SCPI l'année dernière qui est LF Avenir Santé, donc qui, comme son nom l'indique, vous permet d'investir sur l'immobilier de santé qui a des besoins extrêmement importants en Europe et qui a pour particularité par rapport aux fonds existants notamment d'être au-delà d'être labellisé ISR, de jouer un thème un petit peu émergent sur des marchés immobiliers de santé qu'on estime être très porteurs, qui sont les maisons de santé pluridisciplinaires. On pense que c'est la santé de demain, la santé de proximité. Et donc, on a déjà investi en France et en Europe au travers de cette SCPI Avenir Santé, qui a un objectif de performance qui est autour de 4,70 pour 2022. Je précise que toutes les autres SCPI de la gamme se tiennent très très bien en cet exercice 2022 et qu'on a continué à constituer des réserves pour affronter la période qui s'ouvre, qui va peut-être être instable d'une manière globale. Parfait, merci Christophe. Thibaut, même exercice, 2 minutes. Vers quoi on s'oriente? Puisque je n'ai pas le numéro du stand, je ne sais pas si tu le connais de tête. Cadiz, on sera stand Cadiz. Avant d'aller donc sur le stand Cadiz de Norma Capital, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche un peu, s'il te plaît? Oui. Donc non, pour revenir un petit peu, donc effectivement, pour traduire un petit peu de cette stratégie globale, nous sur nos deux fonds, donc on a deux SCPI aujourd'hui dans la gamme, la SCPI Vendôme Région, qui est un peu le bateau phare de Norma, qui pèse à peu près aujourd'hui 550 millions, qui a une stratégie vraiment pure sur la diversification régionale en France, avec un double objectif de rentabilité et de valorisation. Et on fait d'ailleurs des revalorisations assez régulières sur le fonds. On en a fait une en juillet 2022, là de près de 3%. Et l'objectif, c'est de pouvoir traduire cette stratégie, d'aller chercher des deals en région, des deals un petit peu des côtés du marché sur des volumes d'investissement qui sont un petit peu moins regardés par l'ensemble de la place, pour une question de taille, puisque aujourd'hui on screen des deals entre 5 et 10 millions d'euros. Là, effectivement, c'est vraiment traduire notre stratégie de picking sur le marché, sur le territoire français. Et donc ça, avec un objectif de rentabilité situé entre 5,5 et 6% pour Vendôme Région, historiquement. Et la deuxième SCPI qui a été créée, qui est un peu plus jeune, qui a été créée en 2019, qui est la SCPI Faire Invest, qui est sur la thématique santé-éducation également, qui était l'une des premières SCPI à être labellisée ISR, où là, on va mettre en avant un petit peu cette nouvelle thématique, comme la française le fait avec Christophe, comme cette nouvelle thématique de la santé, mais avec un biais également éducation qu'on essaye de mettre un petit peu en avant, avec un objectif de rentabilité situé aux environs des 4,5, 4,80% par an. Donc voilà, une gamme assez diversifiée qui devrait également un petit peu s'étoffer dans quelques mois, puisqu'on va lancer une nouvelle SCPI sur une autre stratégie, parce qu'on ne veut pas de cannibalisation entre les fonds. Et donc on lancera, je pense, assez rapidement, on espère obtenir l'agrément d'ici la fin de l'année sur une nouvelle thématique sur la gamme. Bon, et vous la pitcherez peut-être à Patrimonia? On ne pourra pas malheureusement, on ne pourra pas, mais on attendra la gamme. Nous sommes des bons élèves. Nous sommes des bons élèves. On attendra l'agrément. Malheureusement, on touche à la fin. Alexandre, vers quoi on se tourne? On garde les mêmes? On cherche autre chose? On revient sur l'hôtellerie? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui, alors, on a une gamme assez complète avec une SCPI de bureau, une SCPI de commerce, une SCPI d'hôtellerie. Cette année, toutes les 3 SCPI se tiennent bien. Je veux quand même mettre en avant, comme toujours, Estiam Placement Pierre, qui est une SCPI de bureau, plutôt tournée PME, qui surperforme les TRI du marché à 5, 10, 15, 20 ans et qui a servi plus de 5% l'année dernière. À l'autre extrémité, mettons Estiam Capet Bergimo, donc SCPI d'hôtellerie, qui va, comme le permet sa politique d'investissement, plus largement se tourner sur tout ce qui est hospitality, en regardant également les résidences services, et qui va également se tourner un petit peu plus vers l'Europe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et n'oublions pas Estiam Pierre Rendement, commerce, sur d'ailleurs les 2 axes que j'indiquais tout à l'heure, que sont à la fois les retail parks et les centres-villes.
En tout cas, on sera à Patrimonia sur le stand H50. Donc, Christophe, on sera pas très loin. J'allais le dire. Voilà. N'hésitez pas à passer nous voir et on vous décrira tout ça dans le détail. Oh, mais il fait même mon boulot, il est merveilleux. Voilà, mais n'y restez pas trop longtemps, ni chez les uns, ni chez les autres, parce qu'il faut pouvoir partager. Vous avez plein de choses à écouter. Je conseille à mes amis CGP, évidemment, de venir à Patrimonia et de venir voir l'ensemble des invités que j'avais aujourd'hui, parce que le contexte est quand même un contexte assez particulier et on a besoin d'explications comme celles, messieurs, que vous nous avez offert ce matin. Je vous remercie bien. Cette demi-heure est encore passée à toute vitesse. Et vous savez que j'ai une grande appétence pour la SCPI. J'aime quand on fait des tables rondes sur cette classe d'actifs parce que finalement, elle répond à ce qu'on attend d'elle depuis plusieurs années, alors qu'on a vécu quand même des moments assez particuliers entre les confinements, etc., ces politiques de taux. Donc, merci de vos éclairages. Et puis, on viendra vous voir évidemment à Patrimonia pour aller encore plus loin.